Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Florence Sauvebois est une montagnarde. Elle est née à Chambéry, en Savoie, et vit aujourd'hui dans un petit village en Isère. Petite, elle savait déjà qu'elle voulait devenir maîtresse d'école. Elle aurait pu enseigner les mathématiques ou l'espagnol, mais ce sont finalement la biologie et la géologie qui l'ont véritablement passionnée. C'est ainsi qu'elle est tout naturellement devenue professeure agrégée de sciences de la vie et de la terre. Aujourd'hui, elle enseigne à mi-temps au lycée Condorcet de Saint-Priest et consacre l'autre moitié de sa vie professionnelle au projet Cas d'école, la web radio de l'Institut français de l'éducation. Elle développe un concept de reportage radio, le micro est dans la classe, dont la vocation est de valoriser les projets pédagogiques en montrant au grand public les actions innovantes menées par les équipes éducatives. Au-delà de cette mission, Florence participe également au développement de la web radio Cas d'école. Le travail collectif sont les maîtres mots de sa philosophie. Tout ce qu'elle construit est le fruit d'échanges et Cas d'école a intensifié le plaisir des rencontres et du partage. Florence Sauvebois, bonjour. Bonjour. Nous sommes dimanche soir, il est 20h30. Qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir ce week-end ? C'était un super week-end. On enregistre un petit peu tard parce que justement j'étais à la montagne ce week-end, donc on est rentré pour le couvre-feu de 19h. Donc on était à l'Alpe d'Huez, il faisait grand soleil, il y avait de la neige, il faisait un peu froid mais c'était super. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Florence ? C'était une enfance donc à Chambéry avec mes parents et mon frère, et je pense que ce goût de la montagne vient de mes parents. Alors je l'ai abandonné un petit moment à l'adolescence parce que je pense que comme tous les ados, il y a un moment donné, on en a marre de suivre ses parents, de partir à la journée, avec eux. Donc j'ai eu envie d'autre chose. Je faisais beaucoup de hand à l'époque, c'était mes parents en faisaient aussi. Et le hand a pris beaucoup de place dans ma vie en fait, jusque on va dire il y a une dizaine d'années. Donc mon enfance c'était aussi du collectif, j'ai envie de dire, parce que finalement à travers le handball c'était les copines, la famille, c'était un peu une deuxième famille. Et mes parents, ils ont été bercés par ça tous les deux jeunes. Et donc, je crois que ça leur a fait très plaisir que mon frère et moi, on ait la même enfance, un peu dans les gymnases, un peu à la montagne. Enfin, c'était finalement une enfance sportive, je dirais. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève ? J'en ai plusieurs. J'en ai à l'école primaire, oui. Où j'avais une enseignante qui était super, Madame Sagnard, elle s'appelait. Elle était très très douce. Elle nous avait fait écrire une pièce de théâtre, jouer la pièce de théâtre devant les parents. Et elle avait un mari qui était aveugle. Donc elle nous avait fait découvrir un peu cet univers du handicap, le braille. Elle nous avait fait venir son chien aveugle à l'école. On avait découvert en fait un autre monde, on va dire, grâce à elle. Et voilà, ça c'est un très bon souvenir. Et après au lycée aussi, j'ai eu des bons souvenirs avec un enseignant de maths qui m'a beaucoup encouragée, que j'ai trouvé très, très humain et que j'aimais beaucoup. Prof, etc. Alors vous parlez du lycée, vous avez été quel genre d'adolescente ? J'étais très studieuse, très très studieuse. J'étais très sérieuse. Je crois que mes parents ne se sont jamais vraiment inquiétés pour moi.
assez autonome. J'aimais l'école, j'ai toujours aimé l'école. Est-ce que c'est cet amour de l'école qui vous a incité plus tard à choisir le métier de professeur ? Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai dès toute petite eu envie d'être enseignante, enfin d'être maîtresse à la base, parce qu'au départ, je connaissais que ce métier. Puis après, une fois que j'ai découvert le collège, j'ai découvert qu'il y avait le métier de professeur avec différentes matières. Et là, c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions. Je savais que je voulais faire ce métier, enseigner, mais je ne savais pas vraiment quoi. Parce que j'étais assez à l'aise en maths. Ma mère est espagnole, donc je baignais un petit peu aussi dans cette langue, mais je n'étais pas du tout littéraire. Donc j'ai abandonné tout de suite cette idée. Et mon cœur a balancé longtemps, jusqu'en terminale, où je suis allée en spé maths. Et finalement, j'ai choisi la biologie. Je sais pas, c'était un petit peu un univers plus ouvert. Mon père m'a dit plus tard, une fois que j'ai eu la grecque, il était content que j'ai choisi plutôt la biologie et la géologie plutôt que les maths. Que c'était plus d'ouverture sur le monde. Ça lui faisait plaisir, en fait, je crois. Alors, prof d'SVT, devenue journaliste et productrice de radio sans renoncer au plaisir d'enseigner, c'est un parcours singulier et rare. Qu'est-ce qui l'a rendu possible ? Alors, j'ai participé avec une classe de collège à un projet qui s'appelait Graines d'explorateurs et qui était mené avec l'Institut français de l'éducation à Lyon. Et l'objectif, c'était de faire découvrir la biodiversité aux élèves de l'environnement proche, en fait. Et notre projet, il avait été retenu. Donc, on est monté à Paris, à la Cité des Sciences. Et il y avait là-bas donc tous les projets, tous les porteurs de projets, tous les enseignants venaient présenter avec leurs élèves ce qu'ils avaient fait dans le projet Graines d'explorateurs, dans leur projet à eux. Et là, je me suis dit qu'il y avait des projets qui étaient incroyables. Et je me suis dit que j'avais envie de montrer, en fait, l'élan de ces profs, leur énergie, ce qu'ils proposaient à leurs élèves. Et c'est de là qu'est née l'idée de faire une émission de radio sur ces profs-là, et sur ces projets surtout. Voilà. Donc après, pourquoi la radio ? Parce que j'en avais fait un petit peu quand j'étais étudiante. Et c'était le média que je pouvais m'approprier peut-être le plus facilement. Donc voilà. Alors, le micro est dans la classe, c'est le titre de votre émission. Est-ce que c'est facile d'ouvrir un micro en classe ? Comment est-ce perçu par les enseignants et les élèves ? Alors, c'est assez facile d'ouvrir un micro en classe, je dirais même très facile, parce que c'est beaucoup moins imposant qu'une caméra pourrait l'être. Il n'y a pas d'image. Et comme il n'y a pas d'image, le micro, il se fait oublier très vite, en fait. Donc, comme je suis à côté d'eux, que je les regarde travailler, que j'enregistre sur une longue période, sur 1 heure entière, quand je suis en cours, où je fais l'interview avec eux, après j'enregistre une période de classe, après je vais enregistrer leur prof. Donc en fait, les élèves, ils voient. Je passe quasiment la matinée ou la journée dans un établissement, en fait. Donc non, ça dure, la timidité, elle est présente peut-être quelques minutes au départ, et puis après, elle s'envole très vite. Et avec les élèves de maternelle ou de primaire, il n'y a même pas d'appréhension, en fait. Ils sont curieux, au contraire. Prof, etc. Alors, en plaçant ce micro dans la classe, vous nous y faites rentrer discrètement. Et puis, la magie du son opère, et c'est toute une histoire que vous nous donnez à entendre. Comment vous choisissez ces histoires ? Alors, les projets qui sont retenus pour le micro et dans la classe, il y a plusieurs manières, en fait. Soit par le réseau de l'Institut français de l'éducation. C'est vrai que l'Institut français de l'éducation il travaille avec beaucoup d'enseignants sur des projets différents. Donc, il y a différentes équipes qui m'ont fait découvrir des projets. Et il y a aussi les réseaux des rectorats, en fait. Dans chaque rectorat, il y a un réseau d'innovation. Et je travaille avec ces réseaux-là. Ça s'appelle les CARDI. Enfin, ça s'appelait les CARDI, bon, peu importe. Et voilà, donc parfois, si je cherche un sujet, par exemple, là je vais monter jeudi prochain à Paris pour un projet sur l'esprit critique dans un lycée qui travaille en partenariat avec des artistes sur un projet qui s'appelle « Voir, c'est croire ».
Et en fait, ce projet-là, je l'ai trouvé grâce au réseau d'Ecardi. J'ai envoyé un mail en disant que je cherchais un projet sur l'esprit critique. Est-ce qu'ils avaient des pistes à me suggérer? Et voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à trouver. Donc, j'ai plusieurs réseaux pour pouvoir trouver ces projets. Cas d'école, je le disais, c'est la radio de l'Institut français de l'éducation. La programmation propose 4 émissions. On vient d'évoquer Le micro est dans la classe. Quels sont les 3 autres rendez-vous? Alors, c'est vrai que Le micro est dans la classe, c'est la première, puisque c'est avec celle-ci que je suis arrivée à la porte de l'IFE en 2017 pour proposer ce projet de créer une radio autour des enseignants. Et à l'époque, c'était Michel Lusseau, le directeur. Il m'a reçu, il m'a écouté. Il m'a dit, nous, ça peut nous intéresser, ça nous intéresse, mais à l'Institut français de l'éducation, on parle de recherche en éducation et on parle de l'interface entre la recherche et le terrain. Donc, on vous donne carte blanche, mais il va falloir parler de recherche et il va falloir parler aussi de formation des enseignants et du terrain. Donc là, à partir de là, il a fallu tout créer. Et donc j'ai travaillé avec Marie-Claire Thomas, la directrice adjointe de l'Institut français de l'éducation. On a eu beaucoup de chance parce qu'on est partis une semaine toutes les deux à Paris, au CFPJ, au Centre professionnel pour les journalistes, pour faire une formation à la radio. Et là, on a rencontré un formateur super qui s'appelle Vincent Martin, qui est devenu un ami depuis. Et voilà, donc on a passé une semaine incroyable à créer cette grille. Qu'est-ce qu'on allait mettre comme émission? Quel était le public de l'IFE? Comment est-ce qu'on allait pouvoir parler de tout ce dont on voulait parler? En fait, en 1, 2 ou 3 émissions, tout était à créer. Donc c'était génial, on pouvait tout imaginer. Moi, j'ai pas dormi pendant une semaine tellement j'avais le cerveau qui faisait un feu d'artifice permanent. Je suis arrivée à la fin de la semaine, j'étais épuisée, j'ai fait des insomnies toutes les nuits. Mais c'était génial et puis c'était une révélation. Moi, j'ai adoré me retrouver face à un micro dans un studio. J'ai adoré cette expérience. Et donc là, on a créé l'émission de Marie-Claire, l'émission qui s'appelle Ça manque pas d'air, R pour recherche en éducation. Donc l'objectif, c'était de faire dialoguer 2 chercheurs. Alors au départ, c'était pas tout à fait ça, mais aujourd'hui, c'est le format. Donc faire dialoguer 2 chercheurs sur une question de recherche en sciences de l'éducation. Et puis bien sûr, il fallait créer le magazine de l'Institut français de l'éducation. Donc on a créé Il fait quoi, qui a beaucoup évolué en 4 ans. Elle a beaucoup changé, cette émission. Et le format qu'on a aujourd'hui est assez plaisant. On a une petite chronique cinéma, une petite chronique éducation, art et culture, et puis une interview, on va dire. Et la toute dernière émission, elle s'appelle Enquête d'école. J'aime beaucoup ce format. C'est un format très court qui donne à voir une thématique, par exemple la place des filles à l'école, mais sous l'angle historique. Parce qu'en fait, l'école, on la connaît aujourd'hui, mais c'est vrai enfin moi en tout cas, j'ai pas du tout une culture scientifique historique, et d'avoir un regard historique de pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui dans l'école, que ce soit sur la place des filles ou sur les inégalités, etc. Et c'est assez intéressant, et ce format bref, il est très percutant, il est très intéressant. La radio est un médium qui peu à peu fait son entrée à l'école, mais c'est encore très confidentiel. Comment expliquez-vous que ce mode de communication peine à s'imposer alors que techniquement, c'est bien plus accessible que la vidéo qui est déjà bien implantée? Alors, quand vous voulez dire elle peine à entrer dans l'école, c'est-à-dire que les élèves et les enseignants s'en emparent? Oui, absolument. Alors, je trouve que les web radios scolaires sont de plus en plus nombreuses. Je ne sais pas si vous avez regardé sur le Clémy, le site du Clémy. Oui. Il y en a quand même de plus en plus, à tout niveau. Et c'est un format qui est... En fait, je pense que ce qui met en difficulté les enseignants, c'est la partie technique. C'est-à-dire qu'il y a quand même une petite partie technique. Voilà, il faut pouvoir installer... Alors, soit on fait avec des enregistreurs portables, on va dire, mais après, si on veut installer un studio, voilà, il faut quand même savoir un peu comment fonctionne une régie, une table de mixage. Et je pense que c'est
À mon avis, c'est cette partie-là, parce que on a créé une web radio scolaire dans mon lycée. J'ai demandé une formation d'initiative locale pour pouvoir former un petit groupe d'enseignants. Et ça commence à prendre, et il y a des enseignants qui s'y mettent petit à petit. Et une fois qu'ils ont passé le cap de ces réticences techniques, ils se disent « Ah bah ça y est, c'est bon, maintenant je sais faire, j'ai compris. Ça y est, c'est parti. » Parce que les profs, faire débattre des élèves ou bien les aider à rédiger un conducteur, une émission, un sujet, ça c'est des choses qu'ils font au quotidien. Donc je pense que c'est peut-être ça. Alors, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un, élève ou prof, qui souhaiterait se lancer dans le podcast ou la web radio ? Je lui dirais d'y aller, de foncer. Et ce que j'aime beaucoup dans le podcast, c'est la liberté. C'est qu'on peut tout faire. On peut imaginer quelque chose de court, de long, de drôle, de rythmé. On a beaucoup de chance dans notre équipe parce qu'on a une ancienne élève de l'ENS qu'on avait pris en tant que stagiaire dans l'équipe, qui s'appelle Maë Burla, et qui est une passionnée de radio, qui travaille sur Radio Canu et qui a été aussi sur la radio Transistor, la radio des élèves normaliens. Et elle nous a fait justement une petite formation la semaine dernière. On n'a jamais tellement pris le temps, tous ensemble en équipe, d'écouter des podcasts pour la forme, pour voir comment sont rythmés, comment les pistes sont superposées, pour vraiment essayer de décortiquer une émission. Et on a essayé de décortiquer Dépêche, je ne sais pas si vous connaissez, d'Olivier Minot. Oui. Et puis aussi de Guerre en fils de François Perrache. Et en fait, elle nous a fait mettre le doigt sur des petits tips, des petites astuces de montage qui font que l'auditeur va être embarqué, en fait. Comment est-ce que le son peut habiller, comment est-ce que le son peut dire des choses à la place des mots. Et ça, c'est quelque chose où je pense qu'on a une grosse marge de progrès sur Cas d'école. Et ça nous intéresse parce que ça nous fait découvrir plein de petites astuces techniques qui sont super et j'espère qu'on va réussir à les maîtriser pour réussir encore à faire que nos émissions soient les plus agréables à écouter. Parce qu'en fait, on raconte des histoires, c'est ça qui est super. Bien sûr. Prof, etc. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison ? Je pense que c'était à table avec mes enfants parce que j'ai un fils qui, quand il est un petit peu fatigué le soir, facilement, en fait, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais il commence à rire pour des bêtises, pour rien. Ouais. Et la moindre bêtise qu'il dit, ça l'encourage encore plus. Son frère qui est en face, forcément, il en rajoute. Et du coup, il est obligé de sortir de table, sinon il n'arrive pas. Il faut qu'il aille se calmer. Et à chaque fois, il nous embarque avec lui. On passe des bons moments. C'est assez récurrent, les fous rires en famille, comme ça, au moment des repas. C'est une réponse que j'ai déjà eue de temps en temps, donc c'est amusant. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qui soit professionnel ou plus personnel ? De cette journée d'aujourd'hui ? Ou d'une journée ? Non, en général. Un moment de la journée que j'aime bien. Ouais. Alors, ça va être difficile de répondre. Alors, personnel, les moments où on mange ensemble le soir, j'aime bien ces moments-là. Ou l'histoire du soir aussi, c'est des moments que j'aime bien. Et après, professionnel, j'ai tellement deux vies professionnelles différentes que c'est pas les mêmes moments, c'est pas les mêmes rythmes. Je passe des très bons moments dans la classe avec les élèves. Du fait que j'ai peu d'élèves maintenant, vu que j'ai beaucoup moins d'heures au lycée, j'apprécie encore plus être avec eux finalement. Et voilà, après à la radio, j'aime beaucoup nos temps de réunion hebdomadaires parce que on se voit, on échange, ça fourmille un peu dans tous les sens. Le fait qu'on soit en distanciel fait que les moments où on est tous ensemble réunis, les 7, ils sont rares, donc ça fourmille d'idées, de choses à dire. Voilà, j'aime bien cette dynamique, j'aime beaucoup la dynamique qu'on a dans l'équipe de Cas d'école. Quelle valeur a aujourd'hui de plus de sens pour vous ? Je pense que c'est vraiment les valeurs de famille, de transmission, de choses que je comprenais peut-être pas forcément plus petites et qui prennent du sens maintenant que j'ai des enfants.
Et le fait que j'ai toujours beaucoup travaillé à l'école, pendant mes études, et puis même quand j'étais jeune prof. Et maintenant, je travaille toujours beaucoup, mais disons que voilà, la famille prend plus de place et finalement, ça fait du bien de se rendre compte que c'est aussi important et qu'il faut pas non plus se rendre malade par le travail, quoi. Voilà. Réussir à trouver un équilibre, en fait. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier ? Je dirais, dans ma vie professionnelle, la diplomatie. Et de savoir écouter. De savoir écouter, de savoir écouter, de savoir dire les choses aussi. Dire les choses en étant franche. Je pense que je suis quelqu'un de franc. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, vous choisiriez qui ? C'est difficile. Je crois que je dirais Simone Veil. Elle m'a toujours impressionnée. Je pense que je choisirais Simone Veil. Comment définissez-vous le succès ? Le succès, je ne sais pas si on peut associer le succès à la... Je ne sais pas si c'est succès réussite ou si c'est succès célébrité. Pour moi, le succès, ce serait plus la réussite. Le fait d'avoir réussi à accomplir son objectif. Prof, etc. Malheureusement, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. Alors, j'ai une dernière question. Oui. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années ? Des belles rencontres, que les belles rencontres continuent, parce que c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de chance dans ma vie professionnelle de pouvoir profiter de toutes ces rencontres pour pouvoir enrichir ma pratique d'enseignante. C'est vrai que l'expérience que j'ai acquise avec Cas d'école, ça me permet, et les discussions en fait que j'ai, les rencontres que j'ai, ça me permet vraiment de prendre du recul. Je me rends compte que la manière dont j'enseignais au tout début et la manière dont j'enseigne aujourd'hui, elle a complètement changé. C'est-à-dire qu'au début, j'étais vraiment sur une autoroute de ce que j'avais préparé, voilà, et je laissais très peu de place à l'inattendu. Et disons que mes objectifs, ils étaient uniquement didactiques. Aujourd'hui, c'est différent. Je pense que je laisse beaucoup plus de place à plein de choses. J'aime essayer, expérimenter des choses, même si parfois je me plante, mais disons que je suis plus aventurière. Bien sûr. Et je me souhaite de continuer d'être aventurière et d'avoir des aventures au niveau professionnel, c'est-à-dire des rencontres et tester des choses, innover finalement. Merci Florence d'avoir accepté de passer ce moment avec moi et je vous souhaite vraiment plein d'inattendus pour ces prochains mois. Merci à vous, merci beaucoup. Je mettrai les liens vers les émissions de Cas d'école en description de cet épisode. N'hésitez pas également à fouiller sur le site de l'IFE qui est une mine d'or pour qui s'intéresse à l'éducation et à la recherche. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Podcast depuis un iPhone ou un iPad, ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.